Studio Balado. Être un homme, saison 2. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 1, Mathieu et le chemsex. Au départ, Mathieu prenait des drogues pour jouer la working girl en semaine et le dépraver le week-end. 5 jours en costume cravate au boulot et 2 jours en harnais jockstrap à faire la fête. Ça lui donnait un sentiment de plénitude parce qu'il était dans le contrôle. Il s'est retrouvé dans des situations invraisemblables et puis, un jour, il prend conscience que la drogue l'a amené sur la voie de la dépendance. Alors, est-ce qu'on peut combler le vide existentiel avec autre chose que des substances ? Mathieu a 41 ans et il se définit comme homosexuel. Il est de taille moyenne, il a un visage symétrique et il porte une barbe de 3 jours. Cheveux courts, les yeux bruns et il dit qu'il a un gros cul. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Ça s'est mis en place relativement tôt dans ma sexualité. Je pense au début, le fait de prendre des drogues et de rester dans le contrôle, il y avait un petit côté satisfaisant d'être entre guillemets la working girl en semaine et puis le dépravé le week-end, mais tant que c'est dans le contrôle finalement. Et d'ailleurs j'aimais bien jouer un petit peu, voilà, donc costume cravate en semaine et puis harnais jockstrap le week-end. Ça faisait sens et ça me donnait un sentiment de plénitude, j'ai envie de dire, ou de complémentarité assez intéressant. Tout part d'une tension sexuelle. En fait, je suis un charmeur déjà à la base, non alcoolisé ou non drogué. Je crois que j'ai ce besoin de charmer, j'ai besoin de plaire. Je crois que en sortie, rien qu'au dans les bars, que ce soit au Belgica ou ailleurs, tout commence avec cette tension sexuelle et ça commence avec une bière. Mais je sais clairement que pour moi, prendre des drogues sans qu'il y ait du sexe, ça n'avait aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Prendre des drogues pour sortir et faire la fête, si ça ne débouche pas dans un truc sexuel, ça n'avait vraiment aucun intérêt. Alors, comment ça se passait généralement ? Ça se passait effectivement, je crois qu'il y avait l'alcool, était souvent un marchepied. Ça désinhibe, ça facilite les conversations. Et puis après, à un moment donné, c'est toujours un petit peu les mêmes visages. On sait aussi qui consomme, on sait aussi qui est susceptible d'avoir de quoi consommer. Et puis, je crois qu'il y a un effet d'entraînement je commençais parfois juste par quelques lignes aux toilettes et puis on commande 1 gramme, puis 2, et puis après le 2e gramme, en fait, on s'en fout du type de drogue tant qu'on est dans l'euphorie et dans le sexe, en fait. Et donc ça se mettait en place comme ça, et une impossibilité de s'arrêter, en fait. Il fallait que ça continue à tout prix. À un moment donné aussi, une perte complète du libre arbitre. Je dis pas du contrôle. C'est assez flou, mais je pense que je savais toujours très bien ce que je faisais. Et donc il pouvait y avoir n'importe quelle drogue qui passait, quoi. Que ce soit Latina, Speed, GHB, tout y passait. Toutes les drogues. Et c'est dans une recherche effrénée de plaisir, de jouissance, en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans ce que tu racontes, il n'y a pas tellement de connexion à l'autre personne par la sexualité, mais une connexion à la drogue. Mais bien sûr. Mais c'est ça qui est insidieux. En fait, quelques thérapeutes que j'ai pu rencontrer me disaient tant le sexe que la drogue sont des états de conscience modifiés.
Enfin, on peut arriver à cet orgasme et finalement, on ne sait plus très bien si on recherche le cul pour la drogue ou la drogue pour le cul. Enfin, c'est plus clair en fait ce qu'on recherche exactement. Moi, je sais que étant parfois complètement défoncé, j'avais parfois des propositions de mecs canons que je trouvais vraiment très sexy, mais qui n'avaient pas de drogue, et donc je disais non. Donc là, à ce moment-là, clairement, on est dans un souci de dépendance, quoi. Parce que c'est la drogue qui a pris le dessus par rapport au plaisir physique et même charnel. En fait, la drogue était devenue un fétiche. C'était vraiment devenu l'objet du plaisir. Au même titre qu'on peut avoir un fétiche pour, je sais pas moi, des baskets ou le cuir. Le fétiche était de consommer. Et c'était tout ce qui allait avec. C'était toute la scénographie qui l'entoure, quoi. Le rituel aussi, parfois, pour certaines drogues. Faire des lignes, entendre le bruit de la carte enfin, avec la Tina, c'était rien que le bruit du briquet. Enfin, voilà, c'était presque devenu des réflexes pavloviens. En fait, il y avait une excitation c'était mécanique. Donc, il n'y avait plus rien de sensuel. J'étais excité rien qu'à l'idée de consommer, en fait. Donc, effectivement, on est bien loin je me souviens plus exactement ce que tu m'as posé comme question, mais en tout cas La connexion à l'autre, de la oui. connexion à l'autre, oui. Et en même temps, enfin oui, c'est très 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 ambigu. Mais j'ai eu des plans Ambivalent. ambivalents et ambigus, oui. Oui, ambivalent, ambigu, à voir. Mais j'ai eu des plans avec des personnes avec qui je n'aurais jamais, jamais, jamais eu de relations sexuelles sobres. Et pourtant, c'était des plans dont je garde des très très bons souvenirs. En fait, je garde généralement de très bons souvenirs de la plupart de mes plans. Et ça peut paraître un peu, je sais pas, bizarre, mais le fait justement d'arriver dans des situations improbables avec des personnes que je n'aurais probablement jamais côtoyées dans d'autres circonstances, ça faisait aussi partie du plaisir peut-être. Enfin, je sais pas si c'est plaisir, parce qu'est-ce qu'on peut encore vraiment pas parler de plaisir, mais C'est en ça que c'est ambivalent. oui, c'est ça. Il y a ces découvertes d'un monde qui n'est pas le mien. Je suis issu d'un certain milieu, je suis plutôt petit bourgeois, classe moyenne. Alors, est-ce que pour moi les drogues c'était une manière de m'encanailler? Je n'en sais rien, peut-être. Mais oui, oui, je suis arrivé dans des situations parfois dignes d'un film d'Almodovar ou, enfin voilà quoi, des choses complètement dingues. Et ça, j'en garde parfois des très bons souvenirs, même si toutes ces situations m'ont d'une manière ou d'une autre lentement amené sur la voie de la dépendance. Vous écoutez Être un homme, saison 2, Studio Balado. Mais donc la descente aux enfers, elle est physique aussi. Elle est physique, psychique, irritabilité, financière. À un moment donné, moi, je n'arrivais plus à suivre financièrement. Enfin, alors j'ai toujours pu garder mon boulot, j'ai toujours pu garder mon appartement. J'étais dans un état de stress permanent. Pourquoi? Oh ben quand on s'absente au boulot, ben on a du retard au boulot, il faut rattraper le retard. Il y a tout le stress des IST. Enfin ça reste. Alors vive la PrEP, hein, parce que Dieu sait. Enfin voilà, ça. J'avoue que ça m'a quand même. Je vais pas dire sauvé, mais en tout cas ça. Oui, c'est vrai que la PrEP, bizarrement, m'a accompagné tout au long de cette période.
mais je ne les compte plus, moi, les rendez-vous que je prenais pour faire des prises de sang, enfin, faire des tests, des check-up en tout genre. Et voilà, tout ça empiète sur le temps de travail, ça reste en filigrane. Oui, il y a un stress, et puis le stress, comme je dis, la fatigue, les cas les plus extrêmes, c'était pas juste une ou deux soirées, quoi. C'était 3, 4, 5, 6, parfois 7 jours d'affilée. Donc, il y a certaines fonctions vitales, après le septième jour, on n'est plus l'ombre, enfin, on est que l'ombre de soi-même, quoi. Donc, comme j'expliquais, toutes ces expériences sont probablement, enfin, très certainement, je m'en rappelle plus ou moins, mais commencer simplement par un verre, et puis, euh, et puis on se retrouve 7 jours plus tard, comme une baleine échouée sur une plage, quoi. Et c'est effectivement, en prenant des drogues de plus en plus dures, ça va crescendo, et puis particulièrement le crystal meth, donc la tina, qui te tient éveillé pendant des jours d'affilée, en fait. Tant que tu en prends, il n'y a aucun souci. En tout cas, en ce qui me concerne. Et puis on ne pense plus qu'avec sa bite, quoi. Pendant toute cette période-là, de nouveau, c'est cette recherche effrénée du plaisir. Il faut que ça continue, il faut que ça continue, il faut que ça continue, il faut que ça continue. Il m'arrivait, enfin j'enchaînais en fait. C'est comme je disais, les applications, un plan, ça se terminait, je rentrais à la maison, ou parfois même j'étais dans la voiture avec le smartphone sur le chargeur de l'allume-cigare, en train de chercher le prochain plan. Moi, j'ai passé des nuits complètes dans la voiture avec le moteur qui tournait, jusqu'à ce que quelqu'un qui est enfin de la drogue me réponde. Et puis on allait au suivant, quoi. Et ça, de manière obsessionnelle, quoi. Complètement compulsive, mais sous l'influence de. Donc, alors, je suis déjà un petit peu obsessionnel et un petit peu névrosé, un petit peu tout ça. Mais clairement, sous l'influence des drogues, c'est tout ça est découplé, quoi. Et pas qu'un peu. Bah, aujourd'hui, je dirais que j'ai trébuché. J'ai pas envie de. Comme je disais, j'ai aussi passé de très très bons moments et occulter ça ou passer d'une extrême à l'autre, je pense que c'est pas bon de manière générale dans le processus du rétablissement. Mais j'ai trébuché, oui. J'ai trébuché et puis j'ai surtout essayé de m'en sortir. J'ai essayé de m'en sortir il y a 6 ans, quand tous ces éléments, enfin quand tous les indicateurs sont passés au rouge, et que finalement je me suis avoué à moi-même que j'étais pas, enfin que je gérais, enfin que je ne gérais rien en fait, que je n'avais plus le contrôle de la situation, chose dont j'étais persuadé jusqu'à ce moment-là. Et j'ai entamé tout un travail, enfin travail thérapeutique que j'avais, enfin voilà, ça, pour moi la question de la santé mentale est évidente en fait, même bien avant mes problèmes d'addiction, on va dire. Je faisais déjà un travail thérapeutique avant, mais là, clairement, vu l'urgence de la situation, voilà, il a fallu quand même un petit peu mettre les bouchées doubles. Et le travail thérapeutique, c'est une chose, enfin, c'est un des outils de ma boîte à outils, mais j'ai dû mettre en place plein d'autres choses, plein d'autres choses. Il a déjà fallu faire le vide autour de soi par rapport à tous mes contacts toxiques. Essayer de faire preuve de pédagogie aussi, leur expliquer que j'essayais d'arrêter. J'ai dû changer de numéro de téléphone aussi, évidemment, parce que tous les dealers continuent, eux, par contre, zéro compassion avec ce genre de situation. Donc, on a beau dire ne me contactez plus, une fois qu'on est dans la liste de distribution des dealers, on reçoit des SMS en permanence. Et donc changer de numéro de téléphone, ça a été primordial aussi, mais il a fallu faire ça au bon moment.
Voilà, il suffit de rechuter une fois et on se retrouve de nouveau. Donc changer de numéro de téléphone tous les mois, ça ne servait à rien. Tout ça, c'est fait de manière phasée, progressive. J'ai mis un contrôle parental sur toutes mes applications téléphoniques. Ce sont d'abord mes collègues qui ont géré les accès à mes applications. Donc j'ai quand même pu aussi compter sur l'aide tant de mes parents, parce que là aussi, dans la prise de conscience, pouvoir admettre à son entourage, que ce soit les parents ou les collègues, effectivement, on a dérapé, comme je disais. C'est le début du rétablissement, quoi. Alors, tout d'un coup, quand on n'est plus sur les applications, le temps qui se libère, c'est dingue. C'est là qu'on se rend compte à quel point on était complètement absorbé par ça. Et donc, il y a une mare, en néerlandais on dit une zee van tijd, mais tout d'un coup, il y a un vide à combler, quoi. Et donc, il faut, parce que pour moi, tous ces comportements compulsifs ou addictifs, c'est généralement pour combler un vide, quel qu'il soit. Un vide, l'ennui, l'ennui, c'est quand même un élément, réapprendre à apprécier le silence, réapprendre à procrastiner, ça a été, mais tout ça prend du temps, quoi. Et donc, la méditation aussi. La méditation, ça m'a beaucoup aidé, la pleine conscience. Et puis, ça, c'est quand même une donnée assez importante, c'est arriver à accueillir les émotions, quoi. Parce que je pense que dans ma consommation, c'était souvent pour anesthésier littéralement ces émotions qui m'envahissaient, et pas nécessairement des émotions uniquement négatives. Arriver à être à l'écoute de ces émotions et de ses besoins plus que de ses envies, c'est un travail aussi assez assez long, mais ô combien bénéfique, quoi. Vous venez d'écouter une histoire qui parle de chemsex. Nous n'avons pas à être seuls face à notre consommation de drogue ou d'alcool. Il existe des structures qui peuvent accompagner, conseiller et aider de manière professionnelle. Execo en Belgique, AIDS en France. Ce sont des structures communautaires où les personnes qui reçoivent sont des personnes concernées qui souvent partagent ton vécu. Vous pouvez consulter le site francophone de référence chemsex.be. Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2022. Être un homme est une production du studio Balado. La musique originale est signée David Federman, Clément Berman a réalisé le mixage et Julien Barbier a assuré la production. Merci à mes amis experts en homosexualité, Walid Aïssaoui, Temba Bébé, Philippe Moquel et Adrien Nazelli. N'oubliez pas de partager le podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez soutenir le podcast Être un homme en faisant un don via le lien buymeacoffee/être un homme en un mot et m'écrire à l'adresse studio@studiobalado.com. Merci pour votre écoute. À bientôt.